Plusieurs régions d'Afrique ont été durement touchées par la sécheresse au cours des dernières décennies. L'environnement, fragile, a subi l'assaut répété du désert. Les habitants continuent de fuir vers le sud. Le dernier sac de grains pilé, l'avenir reste incertain. Le mil, planté à plusieurs reprises, tarde à pousser. La pluie ne vient pas. Peu d'essence résiste à la sécheresse. Partout, la végétation est mise à rude épreuve par les animaux laissés en liberté. Irrémédiablement, le désert poursuit son avance. Mais il y a aussi une autre image de l'Afrique, celle d'une terre de verdure où les arbres et les cultures vivrières cohabitent depuis des générations. Les feuilles des arbres enrichissent le sol. L'image d'une Afrique couverte de forêts, la plus importante source d'énergie du continent, le bois de feu. Une ressource appréciée dans le monde entier, renouvelable et jusqu'à tout récemment considérée inépuisable. Mais le bois se fait de plus en plus rare. Une véritable crise de l'énergie frappe 1,5 milliard de personnes au tiers-monde. Les femmes et les enfants qui assurent la corvée de bois consacrent souvent le tiers ou même la moitié de leur journée à sa recherche. Le temps pris à s'approvisionner en bois et en eau est perdu pour des activités plus productives, éduquer les enfants ou cultiver la terre. Dans certains pays d'Afrique, le bois fournit plus de 90% de l'énergie. En période de sécheresse, le paysan, sans ressources, doit couper le bois pour assurer sa subsistance. Autour de certaines villes, il faut parfois chercher le bois à plus de 100 km. Le déboisement se poursuit à un rythme accéléré. L'Afrique a le plus haut taux de natalité au monde. Les besoins en énergie augmentent constamment. Plus le bois est rare et plus les prix montent. En ville, les familles consacrent parfois le quart de leurs revenus à l'achat de bois de feu. Les boulangeries, les briqueteries, les brasseries sont aussi de grands consommateurs de bois, tout comme les fumoirs à poissons et les débiteries qui servent les grillades de plus en plus populaires dans les villes.
Le bois sert aussi à bien d'autres usages. Clôturer les champs, construire des maisons, fabriquer des meubles et des pirogues. Malheureusement, les quantités de bois disponibles ne sont pas infinies. Dans certaines régions, l'écart grandit entre la consommation et la production. Le prix à payer est élevé. Sans l'arbre, le désert se propage. Les récoltes diminuent. Le soleil brûle les plants et le vent emporte ce qui reste de sol arable. Là où il n'y a plus de bois, on brûle le fumier et les résidus agricoles, ce qui réduit d'autant la fertilité des sols. Moins il y a de végétation, moins le sol retient l'eau. Chaque arbre coupé accroît les risques de sécheresse pour la région. Mais y a-t-il d'autres options que le bois pour l'Afrique? Les hydrocarbures restent trop coûteux pour la majorité. Et l'électricité n'est accessible que dans les grandes villes. Les technologies solaires ne constituent pas toujours une solution pratique. Elles sont coûteuses ou encore expérimentales. Les cuisinières solaires ne sont pas adaptées aux habitudes africaines. Beaucoup de projets ont été abandonnés. On a obtenu plus de succès avec des foyers améliorés. La mise au point de meilleures marmites, de foyers mieux isolés, de prises d'air plus efficaces a permis de réduire considérablement la consommation de bois. Les foyers améliorés sont très prometteurs à la maison, mais aussi dans les institutions comme les hôpitaux. Le charbon de bois, plus léger et moins encombrant, connaît beaucoup de succès dans les villes où il peut être transporté et entreposé facilement. Cependant, sa production entraîne la perte des 3/4 de l'énergie du bois. Les fours modernes pourraient toutefois diminuer ces pertes. Des fourneaux à charbon d'un nouveau genre utilisent plus efficacement cette source d'énergie comme les gigots améliorés, une synthèse des technologies asiatiques et africaines. Ils permettent d'épargner près de la moitié du combustible. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles technologies prendront du temps à s'implanter. Le foyer traditionnel continuera d'avoir la faveur des familles rurales. Peu coûteux, de construction simple, il offre lumière, chaleur et favorise les échanges sociaux, des avantages indéniables, même si 90% de l'énergie s'envole en fumée. Mais alors, quelle est la solution ? Comment faire pour fournir du bois aux populations tout en protégeant les terres arables du désert? Au Niger, gravement touché par la sécheresse, il faudrait multiplier par 100 le nombre d'arbres plantés, des millions d'arbres avant la fin du siècle. Au nord de Zinder, le désert étend son emprise et laisse derrière lui
des villages à l'abandon. Pourtant, à 100 km plus au sud, à Matamei, la population a pris son destin en main. C'est dans cette région que le gouvernement du Niger a depuis 10 ans mené une importante campagne de reboisement qui ouvre des horizons nouveaux au pays sahélien. Les agents forestiers, plutôt que de promouvoir de vastes plantations d'arbres sur les propriétés de l'État, ont voulu, dès le départ, faire participer les villageois. Les forestiers ont cherché à mieux comprendre les besoins des paysans ainsi que les liens millénaires entre les arbres, les cultures, les animaux et l'homme. Autrefois simple garde forestier, le technicien est devenu un véritable agent de développement rural qui connaît la vie des paysans et leur fournit conseils et aides. Ali Ibrahim a ainsi appris à gérer une petite pépinière sur sa terre. Chaque mini-pépinière produit de 3000 à 5000 plants par an. L'État réduit ainsi les importantes dépenses associées à l'aménagement et au fonctionnement de pépinières d'État centralisées. Jusqu'à tout récemment, les villageois considéraient que le reboisement relevait de l'État. Plus près du peuple, ces pépinières à l'échelle humaine font prendre conscience aux villageois que leur participation est essentielle au succès du programme de reboisement. Les techniciens forestiers ont commencé à enseigner aux paysans comment planter et soigner correctement les arbres. Ils ont aussi montré comment protéger adéquatement les plants contre les animaux errants. Des essences exotiques comme le Nîmes ont montré qu'elles s'adaptaient bien à l'Afrique. En 4 ou 5 ans seulement, les Nîmes atteignent des dimensions fort respectables. La réalisation de plantations villageoises et familiales n'est pas facile. À qui appartient la terre? Comment concilier les plantations avec les pratiques nomades ou amener différentes ethnies à coopérer? Si les villageois s'entendent pour planter des arbres sur les terres communales, tous pourront en profiter le moment venu. La communauté sera ainsi autosuffisante en combustible et en bois de service. Si on prend soin de bien couper le Nîmes à la bonne hauteur, des repousses apparaîtront rapidement. On enseigne aux villageois comment profiter au maximum de ces rejets en choisissant les pousses les plus vigoureuses et les plus droites et en coupant les branches trop petites ou trop faibles. Le projet de reboisement de Matamei est devenu un modèle.
Plusieurs agences d'aide nationales et internationales ont suivi cet exemple et démarré des projets similaires au Niger et ailleurs. La plupart de ces projets misent aussi sur les jeunes. C'est à l'école qu'on apprend combien l'arbre est essentiel et comment prendre soin d'une plantation familiale. Les efforts déployés à Matamei et ailleurs ont provoqué une prise de conscience illustrée par la Journée nationale de l'arbre. Plusieurs pays ont institué de telles fêtes pour souligner le rôle de l'arbre dans l'avenir de toute une population. Ce geste politique revêt une grande importance car il encourage les populations à soutenir des efforts à long terme. Pour arrêter le désert, il faudra planter des millions d'arbres avant la fin du siècle. Des arbres qui apporteront une solution à la crise énergétique vécue par le tiers-monde. Les projets Bois de village ont provoqué un mouvement dans cette direction. Dans plusieurs pays d'Afrique, l'arbre est en train de devenir une culture. Car celui qui récolte doit apprendre à semer.